Alors nous avons parmi nous Vincent Godbout, c'est ça? Oui, bonjour. Alors vous pourriez nous dire comme ça, vous pouvez nous donner, on n'a pas beaucoup de temps, mais après on essaiera de en discuter en fin de soirée. Après, quand vous avez une présentation. Oui, c'est ça. Moi, je propose d'ailleurs, comme la salle va être bientôt, je propose qu'on descende dans la fameuse salle qui est en bas pour continuer l'entretien, voyez-vous. Et comme ça, on pourra rester aussi longtemps que vous voulez. Donc, il y aura vous, et puis après, il y aura Monsieur Godbout. Mais je voudrais quand même que vous nous disiez, là encore, pendant une dizaine de minutes, vous nous parliez un petit peu, d'esquisser un petit peu ce qui fait l'intérêt de votre démarche de recherche. Oui. Est-ce que vous voulez que j'aille? Oui, allez-y. Non, allez-y, puisqu'on y est maintenant. Oui, on va garder cette nouvelle. On termine sur des choses plus exposées, moins dialectiques. C'est un mathématicien, je oui, c'est un mathématicien, un statisticien, mais il a d'autres activités à son arc qui sont assez étonnantes, puisqu'il est également. Oui, on peut être mathématicien et astrologue, la preuve, Carole. Bonjour. Tu m'avais reconnu? Oui. Ben, t'as changé. On a travaillé tous les deux avec André Joyal, je pense. Ah, tu as étudié avec lui? Oui, effectivement, je fais ma thèse de doctorat avec lui. C'est ça, ben oui. Il est plus scolarisé que moi. Oui. Moi, je me présente, Vincent Godbout. Je suis astrologue. J'ai dit je suis astrologue parce que je ne fais pas beaucoup de pratiques de consultation. J'en ai fait beaucoup autrefois. L'astrologie me sert surtout principalement dans mon dernier métier, puisque je suis retraité de l'enseignement. J'enseignais les mathématiques. Et mon dernier métier, depuis une vingtaine d'années, c'est magicien mentaliste. Donc, j'utilise beaucoup l'astrologie dans mes prestations artistiques. Donc, j'ai créé des effets astrologiques, etc. Et ça m'a permis d'approfondir beaucoup les choses dont on entend souvent par les sceptiques, le Barnum Effect, le code reading et le self-fulfillment prophecy, toutes ces choses-là, c'est très familier parce que je les utilise. Et le fait d'avoir une pratique de l'astrologie, c'est sûr que ça me donne un atout parce qu'il y a une forme d'authenticité, de sincérité dans mon travail lorsque je fais, même si évidemment comme magicien mentaliste, il y a de la triche un petit peu, mais je le fais avec... Donc, je ne suis pas venu vous parler de ça, je suis venu vous parler en fait de ma schizophrénie. Depuis 30 ans, je suis schizophrène, c'est-à-dire partagé entre ma rigueur, mon goût de la rigueur, Mercure, 21 degrés du Scorpion, sextile de Saturne avec des aspects à Pluton, Uranus, donc je suis très, très, très attiré par tout ce qui est rigoureux, j'ai un profil de sceptique. Et en même temps, mon amour profond pour l'astrologie et ma conviction profonde et j'ai beaucoup de difficultés évidemment à réconcilier ces deux cerveaux depuis 30 ans. Donc, et là je suis en train de guérir ma schizophrénie et je suis extrêmement heureux, je vis le plus grand bonheur intellectuel de toute ma vie depuis quelques mois. Alors, j'ai essayé toutes sortes de protocoles de recherche pour... en fait, quelle est ma préoccupation? Je suis un peu comme quelqu'un qui a vu une soucoupe volante à l'âge de 15 ans dans sa cour, et qui a eu une rencontre du troisième type, qui a vu des petits bonhommes verts, qui est convaincu qu'il se rapace. C'est vrai ce qu'il a vu. Et qui après coup se dit j'ai été victime d'un rêve, les gens n'y croient pas, etc. Donc je suis très sensible aux arguments des sceptiques. Je ne suis pas un sceptique au sens des sceptiques du Québec. Je vous donnais un test d'ailleurs pour faire la distinction entre un sceptique au sens où on va dire un sceptique à l'esprit ouvert, un sceptique à l'esprit fermé. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Il y a des règles, en fait, qu'on peut suivre, qui nous disent si une chose est vraie ou pas vraie. Donc, la différence entre les sceptiques du Québec, par exemple, et moi, c'est que moi, j'aime l'astrologie. Moi, je veux que ça marche. Donc, la question qu'il faut poser à quelqu'un, que j'ai posée d'ailleurs à monsieur, ici, vous avez un sceptique, c'est un informaticien, c'est un ami, et qui m'a aidé dans ma recherche. Alors, c'est un véritable sceptique qui n'est pas hostile. Alors, la question que j'ai posée, j'ai dit, Richard, est-ce que, si, avec S majuscule, si je te démontrais que l'astrologie, ce qui ne croit pas du tout, ne croyait pas du tout, donc je ne sais pas où il y en est, mais là, je suis tombé branlé. Si je te démontrais que l'astrologie a une certaine validité, quelle serait ta réaction émotive? Il est clair que les sceptiques du Québec, ça les met en crise. Si jamais cette chose s'avérait. Lui, il m'a dit, si
je serais amusé, intrigué, curieux, excité. Je dis, on peut travailler ensemble. Alors, si vous rencontrez des gens qui se disent sceptiques, c'est la question à poser. C'est la composante émotionnelle qui est importante. Alors, ce scepticisme, je dirais, favorable à l'astrologie, parce que j'ai toute une pratique, j'ai eu une librairie astrologique, j'ai fait, on se souvient, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 80, David, moi je me souviens de toi. Ben, je me souviens de toi, oui. Oui. Alors donc, j'ai eu une pratique d'astrologue et tout, mais il y a toujours cette partie de quelqu'un qui dit qu'il faut établir, c'est mon côté terre aussi, il faut établir des positivités, il faut reconnaître la validité de l'astrologie. Donc, je suis un fan de Gauchelin, entre autres. Je suis né presque à la même date que lui. Et Ah bon? là, je cherche. Oui. En 28, 29? Quand? Pardon? Pas la même année. Oh non, non! Ah oui, d'accord. Je suis un petit peu plus jeune. Oui. Mais la même date, un jour près, je pense. Alors, quand il était venu à Montréal, déjà, dans les débuts 80, j'avais fait une conférence, un événement, je pense que tu avais organisé, Axel, que j'avais intitulé « Chouinard et après », qui avait été pas très bien reçu. Je me souviens qu'il y avait Solange Balinel qui était dans la salle. J'avais fait la défense et l'apologie de la statistique. Pour moi, la statistique, ça n'a rien de magique. C'est juste le prolongement du bon sens. Et j'avais essayé de défendre l'approche de Chouinard, même si on sait que Chouinard, en fait, il n'y a rien qui tient dans ce qu'il a fait. Là. Il y avait trop d'erreurs méthodologiques, il n'a pas vu les biais démographiques, les biais... Enfin, vous connaissez probablement toutes ces questions. Mais je me souviens que la réaction de Solange Balinel, c'était qu'elle voyait la statistique comme quelque chose d'inadéquat par rapport à l'astrologie. Elle était hostile à la statistique. C'est sûr qu'à cause de toutes les expériences, quand on lit par exemple Recent Advances in Natal Astrology de Jeffrey Dean, que les astrologues souvent n'aiment pas, moi c'est quelqu'un que j'admire énormément. Pensez-vous que Jeffrey Dean s'acharnerait autant sur l'astrologie? Un sceptique qui déteste l'astrologie règle la question en 2-3 fois. J'en connais, je veux dire, Bonnier, compagnie, Labelle, etc. Bon, oh oui, ils ont réglé la question. Le débat n'est pas intéressant avec eux parce qu'ils ne sont pas prêts à creuser le problème. Quelqu'un qui a consacré une partie de sa vie, comme Jeffrey Dean, à s'acharner, et qui arrive toujours à des résultats négatifs, les astrologues y en veulent. Mais en réalité, je suis convaincu qu'il y a un amour profond de l'astrologie qui l'amène à toujours essayer, puis réessayer, puis réessayer. Pensez un petit peu l'attitude que j'avais. Oui, parce que sinon, il aurait dit la question réglée. Alors, c'est un peu la posture dans laquelle je me trouve. Et donc, j'avais fait l'apologie de... À l'époque, je ne programmais pas, je n'aimais pas trop l'ordinateur, même si j'étais mathématicien. Et je disais, le secret, c'est qu'il faut faire des statistiques à plusieurs variables. Vous savez ce qu'on appelle une signature en astrologie dans les livres traditionnels où on a vous êtes colérique si vous êtes ceci ou cela, ou ceci, ou un peu cela, ou ceci. Signature astrologique. La version moderne de ça, c'est ce qu'on appelle la régression multiple. J'y reviens. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'à l'époque, j'avais dit, il faut faire des statistiques à plusieurs variables. J'avais déjà en tête le programme, ça fait presque une trentaine d'années, dans lequel je navigue actuellement. C'est-à-dire ce que je cherche à faire maintenant. J'avais déjà l'idée de ça. Et quand Gauchelin était venu à Montréal, vous vous souvenez, quand il était venu dans les années 80, j'admirais beaucoup Gauchelin. C'est la question que j'avais posée. Est-ce que vous avez pensé à travailler à plusieurs variables, faire des statistiques à plusieurs variables? La caractéristique des statistiques à plusieurs variables, par rapport à ce que Gauchelin a fait, c'est que nous, comme astrologues, on ne peut pas tellement utiliser pour le moment ces résultats. C'est qu'il a travaillé sur des facteurs uniques et il cherche à trouver du sens, c'est-à-dire des probabilités ou des improbabilités de fréquence sur un facteur. La régression multiple, on travaille avec plusieurs facteurs qui sont très très peu significatifs, mais on les associe de façon optimale ensemble. Et c'est exactement ce qu'on fait comme astrologue quand on fait de la pratique. Un peu de ceci, un peu de cela. Tu sais, quand on dit on fait la synthèse, on sait très bien qu'un aspect quelconque entre deux planètes ne veut pas toujours dire la même chose. Des fois, sont des faits ténus, mais c'est en le combinant avec autre chose. Et c'est ça l'art de l'astrologue. Et la régression multiple est capable de faire ça. Et elle nous est supérieure d'une certaine façon, puisque c'est le data crunching. Je veux dire, on est capable de travailler avec des milliers, des millions de données. Alors, l'idée que j'ai eue, j'en ai eu plusieurs, mais celle qui m'excite incroyablement, et je pense que c'est vraiment une percée, si ça persiste, je capote complètement. Je suis rendu comme au dernier camp avant l'Everest. Je me suis dit, si
le problème de tester l'astrologie, évidemment, il y a toutes sortes de protocoles, mais on sait très bien que c'est quelque chose de hard, des planètes, par rapport à quelque chose de flou, humain. Comment on fait pour... Ah, il y a des protocoles à la Vernon Clark, où on dit... mais les protocoles à la Vernon Clark, en réalité, testent les astrologues. Et moi, j'obtiens des résultats fabuleux, juste en travaillant avec des cartes, avec les gens comme ça, comme mentaliste, je ne fais pas d'astrologie, là. Donc, ce que je veux, c'est tester l'astrologie. Et les facteurs humains sont assez flous, et donc c'est très difficile. Ce que j'appelle un protocole à Vernon Clark, un des protocoles que je trouve intéressant, il avait été proposé par les sceptiques du Québec, de toute façon c'est une vieille idée, c'est qu'on fait des descriptifs et les gens doivent démêler, se reconnaître, parce que c'est sûr que les gens se reconnaissent dans n'importe quoi, ça on le sait. Mais si tu proposes 4 interprétations à 4 personnes, il faut que les bonnes associations se fassent, et là on est capable mesurer le niveau de succès. Et ça, c'est très décourageant. Il y a plein d'études qui ont été faites, aussi bien ici que la fameuse étude de Carlson, c'est ça? Tu lis ça, puis moi j'aime l'astrologie, ça me décourage. Et là, j'essaie toujours de dire où est-ce que le protocole a manqué. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'aller dans une autre voie. Et l'autre voie à laquelle j'ai pensé, c'est le marché boursier. On sait qu'il y a toute une littérature que je me suis tapé d'ailleurs. Comment il s'appelle le Belge qui a fait des indices? Braille. Gustave Lambert Braille. Oui, Braille, c'est ça. Donc, je me suis tapé peut-être une vingtaine de livres d'astrologie financière, les cycles, etc. Dans l'espoir, l'idée était la suivante. On sait qu'il y a une partie du mouvement boursier qui est psychologique. On ne sait pas exactement quelle proportion. On sait très bien, par exemple, qu'on entend des phrases comme « Les marchés n'ont pas réagi à la bonne nouvelle annoncée par Obama ». Là, on sait, nous, les astrologues, c'est parce que c'est le zeitgeist, c'est l'esprit du temps. On sait que c'est dans l'air. Hein? Donc, je me suis dit, s'il y a une partie psychologique dans la bourse, ce que je crois, je devrais être capable de la détecter avec l'astrologie. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Oui, mais c'est très subtil. Hein? Pardon? C'est subtil. Oui, effectivement. Il y a plusieurs tentatives qui ont été faites. Je vous dis, je me suis tout tapé, et là, je me suis dit, d'abord, je vais travailler pas avec le Dow Jones, qui est un indice juste avec 30 titres, qui est un petit peu trop... qui a une valeur historique ou symbolique, si vous voulez. Je vais travailler avec quelque chose qui décrit vraiment les marchés. Le meilleur, j'ai trouvé, c'est Standard & Poor's 500, qui décrit 500 entreprises, et on a beaucoup de data depuis les années 30. Donc, là, il y a 4 ans ou 5 ans, la première tentative que j'ai faite, et là, je vais vous lancer un petit défi amusant. Je vais vous dire ce que j'ai fait, et vous allez me dire pourquoi ça n'a pas marché. Et là, je suis ici pour vous dire que ça marche maintenant, mais je vais vous dire, on va trouver d'abord pourquoi ça n'a pas marché. Alors, j'ai pris environ 900 mois de résultats de Standard & Poor's 500 depuis 1930. D'abord, je me suis dit, il ne faut pas tomber dans le piège d'essayer de décrire la hauteur de l'indice. Ce que Gustave Lambert Braille a fait, l'astroscope de Bradley, c'est ça aussi. Je pourrais vous expliquer, ça serait long, mais c'est voué à l'échec. C'est préférable, c'est beaucoup plus simple de dire quand est-ce que c'est bull. Vous connaissez l'expression bull bear? Bull, ça veut dire que ça monte, parce que le taureau frappe vers le haut, quand il frappe avec ses cornes. Puis bear, ça veut dire que ça descend, parce que l'ours frappe vers le bas avec ses griffes. Donc, autrement dit, quand est-ce que les marchés sont haussiers, quand est-ce que c'est bull, quand est-ce que c'est bear? C'est simple, c'est juste deux choses, on joue à pile ou face. C'est ça. Bear, bull. Donc, est-ce que je suis capable de dire quand ça monte, quand ça descend? C'est beaucoup plus difficile de faire ce que Braille ou Bradley ont essayé de faire, c'est-à-dire de trouver ce qui intéresse évidemment les investisseurs, c'est les sommets et les creux. Et c'est beaucoup plus difficile. Comment une masse de gens peut dire, bon, ça y est, psychologiquement, on a atteint le sommet. Bon, non, c'est pas ça. Les gens sont positifs. En fait, il y a deux groupes. Il y a les bears et les bulls qui s'affrontent. Et ça fait monter le marché ou descendre le marché. Donc, la première chose, j'ai transformé les cotes en variations, en pourcentage. Je pense que ça, c'était la bonne chose à faire. Ce que j'ai fait il y a 5 ans. Mais je ne vous dirai pas ce qui est bon, pas bon. Je vous laisse deviner pourquoi ça va marcher. Ensuite, j'ai relevé mes mois. Axel m'a fait des éphémérides le dernier vendredi de chaque mois. Et là, j'avais les positions planétaires 2 fois par mois. Et là, j'ai commencé à regarder des facteurs. Alors, le secret de la recherche, c'est de regarder des facteurs, ce que j'appelle des facteurs à l'époque, c'est des paires planétaires. Donc, je regardais les paires planétaires, évidemment dans les harmoniques
les plus courantes, trigone, sextile, etc. Je regardais aussi jusqu'à la 12e harmonique pour me donner plusieurs possibilités, avec des ordres variables. Et là, je me suis construit un outil dans Excel qui est capable de regarder tout ça en même temps, c'est-à-dire regarder à travers le temps, depuis 1930 jusqu'à maintenant, par tranche de 10 ans, et regarder aussi avec des ordres différentes, et essayer de voir où est-ce que j'ai des pics de signification. Les pics de signification, c'est, on calcule un coefficient qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, le R. C'est un nombre qui est toujours compris en définition en 0.1 et 1, qui en deux séries de données vous donne une mesure de la corrélation entre les deux. Alors, pour vous faire comprendre l'idée, si les données sont tout à fait alignées, par exemple, si j'avais une description des variations parfaites, c'est-à-dire que si j'étais capable d'avoir une variable qui décrit parfaitement les variations, ça correspond au cas aligné, on aurait 1. Moins 1, c'est exactement l'opposé. Par exemple, quand mon indice monte, le SP descend. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on est plus près de 0. Puis 0, c'est le cas chaotique, si vous voulez. C'est qu'on n'arrive à rien décrire. Donc, la façon de repérer les variables significatives, c'est d'avoir des R. Je cherchais des R soit corrélés positivement, donc boule, ou des R corrélés négativement, there, le plus loin possible de 0. Alors, à l'époque, sur des données mensuelles, j'avais des R. C'est que c'est jamais individuellement significatif pour en faire un résultat de recherche à la Gaussienne. C'est la combinaison de tout ça qui va créer le sens. Comme on fait. Alors, donc, j'ai regardé, j'en ai trouvé, et là, j'avais des critères en tête. Je me souviens qu'un ami d'Axel, Ken Gilman, connaissez-vous Ken Gilman? Ah oui. Qui était astrologue, m'avait dit, c'était la suite d'une conversation avec Ken que j'avais conçu ce projet-là, d'ailleurs, il y a très longtemps, il avait dit une bonne variable, c'est-à-dire, traduisé en langage astrologique, un bon aspect, c'est celui qui va être le plus séparant possible. Autrement dit, si tu as 900 data, ça va être celui qui va te faire à peu près 450 d'un bord, 450 de l'autre. Donc, très rapidement, tes variables vont discriminer. Si tu les combines ensemble, c'est un peu comme si je cherche dans un livre un mot, tu dis, bon, dans le premier groupe, non, dans la deuxième partie, OK, deuxième quart, troisième quart, et là, on finit par tomber sur le mot. C'est plus rapide si je divise en deux. Alors, c'est pas rigoureusement en deux, évidemment, puisque tout ça, c'est flou, c'est statistique, mais en gros, c'est l'idée. Donc, pour avoir des variables qui se séparaient comme ça, il fallait qu'elles soient... Il fallait prendre des ordres larges. Alors, j'ai travaillé avec des ordres larges. Et le facteur le plus... Je donne un exemple le plus significatif que j'ai trouvé. C'est un facteur hautement et très, très bare, très baissier. C'est Mercure opposé Mars. Et là, j'avais des ordres. Imaginez sur un mois, de 25 degrés d'ordre. Et là, je m'inclinais devant ça parce que, je me souviens, je discutais avec Axel, je tapais quasiment tous les jours, je disais, regarde, Axel, c'est ça qui est le plus... C'est ça qui me donne le R le plus loin de 0, le plus négatif possible. Il sépare bien. Alors, je me suis construit un modèle comme ça, avec 22 variables, des aspects. La plupart, trigone, carré, huitième harmonique. Et tout ça à l'aide de formules qu'Axel m'avait données. En tout cas, j'ai développé ça. Ça a été très long de développer un outil. Si on parle de plusieurs milliers d'heures de travail. Et je suis arrivé à des prédictions qui ont semblé dégainer. Vous connaissez la fameuse synchronicité ironique. Pourquoi, excuse-moi, pourquoi huitième harmonique? Huitième harmonique, c'est parce que moi, je suis assez proche de la pensée des Bertin, donc je travaille souvent avec les semi-carrés, les semi-carrés. Et je travaillais pas avec les mi-points à l'époque, même si je m'y intéressais. Donc, je travaillais dans le huitième harmonique, j'avais tous les multiples de 45. Oui, ça, j'en avais de certains de mes facteurs qui étaient dans les elle est très forte, la huitième harmonique. Oui. Surtout, évidemment, c'est sûr que... Mais, vois-tu, j'avais comme un biais favorable à tout ce qui était huitième harmonique, quatrième harmonique, qu'on sait qui répond plus au plan événementiel, plus coercitif. Sauf que je m'inclinais devant les nombres. Si la septième harmonique me disait, ou la cinquième harmonique me disait, c'est significatif, je m'inclinais devant ça. Et là, j'ai construit mon modèle, 22 variables, prédiction mensuelle, en taux de variation. Les 8 premiers mois, c'était écœurant. Il y a même des gens qui me disent, Axel, tu dis que j'ai fait sortir tes fils de la bourse, ça les a empêchés de... Alors là, je me pétais les bretelles, mais c'est long avant de savoir si une chose, écoutez, tous les mois seulement, j'avais un chiffre. Au bout d'un an et demi, ma déception a été progressive, heureusement, ça a été une mort lente. Au bout d'un an et demi, 2 ans, j'étais certain que ça ne fonctionnait pas. Parce que mon taux de corrélation entre... Parce que aussi, une façon de mesurer la performance, c'est de
regardez, ma série que j'appelle variable prédictive, c'est celle du modèle, et la variable observée, qui est le SP500 en variation pourcentage. On peut mesurer la corrélation entre les deux de la même façon qu'on l'a fait là. C'était dans le modèle qui avait engendré, le modèle est engendré évidemment par mes data, quand on fait de la rétro-prédiction, c'est-à-dire qu'on prend le modèle et on l'applique aux données qu'il a engendrées, j'avais une corrélation de 0,4 à peu près, ce qui est pas mal, mais c'est sûr que ça ne te donne pas une description de la bourse, mais ça te permet d'avoir... N'oublions pas que le but, c'était pas de gagner de l'argent à la bourse, quoi, ça peut être un dérivatif intéressant, et avec 0,4, on fait de l'argent, ça je peux vous le dire, ça c'est une autre question, on va y revenir, mais le but, c'était pas ça, c'était de voir si je ne pouvais pas prouver l'astrologie avec... Ce que je trouvais intéressant, c'est que le nombre, un seul nombre, le SP500, c'est un compendium, si vous voulez, c'est un résumé de la psychologie collective, numérique, plus, moins. Donc c'est extrêmement simple. Et si tu arrives à des résultats, je mets à terre tous les sceptiques du monde. C'est terminé, je veux dire, et si ça dure. Et là, il y a... En tout cas, donc, pourquoi ça n'a pas marché, d'après vous? Où est-ce qu'ils étaient, où étaient les principales erreurs? Bien, il y a une erreur, c'est pas une erreur. Il y a une chose que je note, mais c'est pas une erreur que vous avez faite du tout. C'est une parole que je dis, mais c'est pas lié à de l'erreur. Mais en travaillant avec la 8e harmonie, vous travaillez avec le karma. Puis vous travaillez avec quelque chose d'implacable. Oui. C'est une implacabilité absolue. Les mi-points, oui. Puis la 8e harmonie, c'est justement, oui, ça aurait dû marcher. Le 45 degrés, la 8e harmonique, là, oui. Je dis pas que vous avez fait d'erreur. Mais ça aurait dû. Non, mais si. Oui. Je suis pas prête à dire que vous avez fait une erreur. Je suis prête à dire que vous avez fait avancer ce que vous faites. Parce que vous savez, quand tu touches le degré 45, oui. Tu n'as plus les références du trigone. Mais je les avais aussi, Louis. Non, mais je les avais aussi. Mais le 45, là, il pousse. Il pousse. Puis, voulez-vous que je vous dise une chose? Il pousse, mais si tu... Moi, je ne suis pas reconnaissante comme toi dans l'argent, tout ça, mais si vous avez l'impression, avec le degré 45, d'avoir fait une erreur, mettons vous avez fait une erreur, je ne suis pas là pour le dire, je ne connais pas l'argent, mais cette erreur-là, et cette erreur-là, du petit harmonique, elle sous-entend deux vérités à venir. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'on va y revenir justement à ce qui se passe maintenant. Elle est extrêmement excitant. Est-ce que vous voyez d'autres possibilités de pourquoi le modèle n'a pas fonctionné? Pourquoi il n'a pas été prédictif? J'avais aimé. Oui, ce que je comprends, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, ce que je comprends, c'est que vous êtes comme d'essayer de faire des corrélations entre l'indice boursier et les facteurs individuels. Les facteurs individuels, mais deux par deux. Planète 2 par 2. J'ai sauté un gros passage. J'ai travaillé les paires planétaires dans différentes harmoniques, différentes ordres. Okay. Alors, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire le principal. Je m'excuse. Merci de... Mais c'est intéressant. C'est que là, je me suis retrouvé avec des centaines de candidats possibles, 55 paires planétaires, parce que j'allais jusqu'au nœud Pluton, je n'avais pas des astéroïdes. Je ne les ai pas mis dans le modèle, mais je me suis rendu jusqu'au nœud. Je les combine 2 à 2, dans des harmoniques différentes, et forcément, tu vas avoir, quand tu regardes les corrélations individuelles entre chaque... C'est quoi les corrélations? C'est que tu regardes s'il y a des aspects ou pas d'aspects. J'ai essayé avec des ordres différentes, et j'ai essayé avec variable discrète et variable continue. Je m'explique. Discrète, ça veut dire qu'il est là, il n'est pas là. 0, 1. Alors tu te retrouves avec des colonnes de 0, 1. Ou tu dis, il est là, donc tu mets un poids. Tu sais, là, il est là, il est à moitié là, etc. J'ai essayé les deux. Discrète donnait des meilleurs résultats. Au grand déplaisir d'Axel. Parce qu'on a essayé différentes choses. J'ai essayé des aspects appliquants, des aspects séparants. J'ai tout essayé. Et là, je suis arrivé à un modèle qui était beau, qui fonctionnait bien dans le passé et qui a planté dans le futur. Je peux-tu poser une question? Oui. Quand vous avez travaillé ça, là, oui. Le temps que vous avez travaillé ça, la 8e harmonique, moi je capote sur ça. Oui. Écoutez, ça revient à voir, mais je vous pose une question. Sentiez-vous une énergie nouvelle dans vous? Parce que c'est vraiment énergie. Surtout maintenant. Surtout maintenant. Parce que là, j'ai travaillé encore plus dans la 8e harmonique. Ça, c'est vraiment tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, j'ai travaillé avec les mi-points cette fois-ci. Oui. Et là, je vous donne un élément de réponse. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné?
d'après vous? Ah, ben là, je finis l'explication. Donc, je trouve les facteurs, les meilleurs candidats, ceux qui me donnent les corrélations les plus proches de 1, les plus proches de moins 1. En réalité, on ne peut pas être très gourmand. Quand tu arrives à 0.08, tu n'es pas là d'avoir des corrélations significatives individuellement. Le point 0,8, c'est quasiment nul. Oui, mais c'est ça qu'on fait en astrologie. Quand tu regardes un aspect, tu analyses un thème, quand tu prends un facteur individuel, c'est quasiment nul. C'est la synthèse. C'est ça qu'on fait. Et donc, j'essayais de simuler ce qu'on fait dans le travail astrologique, ce que Gauquelin n'a pas fait, ce que les chercheurs font jamais. Oui. J'ai essayé de... Moi, j'aime l'astrologie, j'aime la pratique de l'astrologie. Donc, j'ai voulu reproduire avec mon data crunching un peu ce qu'on appelle, dans les années 80, on parlait des systèmes experts. C'est-à-dire faire de l'intelligence artificielle. J'étais vraiment branché là-dessus. Je pense que c'est faisable. Ça n'a jamais été fait. Parce que c'est une de mes marottes aussi. J'ai travaillé beaucoup sur la linguistique de l'astrologie. J'appelle ça la sémantique probabilisme. Ça, c'est un autre marotte que j'ai. Mais ça, j'ai mis beaucoup de travail. Mais bon, finalement, je vous parle de ce qui a le mieux marché. C'est le plus excitant. Mais là, j'ai travaillé sur... Ouais, ça, c'est un autre bebel. Axel est au courant. Non, je ne veux pas dériver. Donc là, j'ai combiné... Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la régression multiple? C'est ça qu'il faut que j'explique. La régression multiple, c'est que là, vous prenez tous vos facteurs en regard du SP500 et vous trouvez la combinaison de ces facteurs-là, autrement dit la signature, en attribuant des coefficients ou des poids à chacun de ces facteurs-là. Mais c'est pas vous qui faites ça. Ça se fait tout seul. C'est la régression multiple. Qu'est-ce qu'elle fait, la régression multiple? Elle trouve la meilleure combinaison qui, juste avec 22 facteurs, décrit le mieux tout ce qui s'est passé. 22 facteurs, 22 lames majeures du carreau. Ouais, mais ça n'a pas marché. Non, je dis pas que ça marche. Alors, je vous donne une image. Supposons que j'ai des points comme ça. Ça, c'est à 2 dimensions, OK? La régression, mettons que les points ont une certaine forme comme ça. La régression, là, à 2 variables, elle va essayer de trouver la droite, qu'on appelle la droite des moindres carrés, qui matche le mieux avec la forme du nuage. C'est sûr que si le nuage est circulaire, là, il n'y a pas de... Et si le nuage est comme ça, vous allez avoir une droite, et c'est pourquoi au moindre carré, c'est que la somme des distances est minimale. La somme des distances est minimale. Donc, là, ça c'est à 2 dimensions. Si j'avais un nuage dans l'espace, on fait passer un plan, et là, plutôt que d'être dans l'espace, j'avais 900. Un espace à 900 dimensions, puisque j'avais 900 observations. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai appliqué les règles de l'art, j'ai tout fait comme il faut. Pour plusieurs raisons. 900, c'est même pas assez. Je travaille avec des pixels beaucoup trop gros. Il faut y aller au maximum de finesse. Ça me faisait peur. Et là, il aurait fallu travailler avec des data quotidiennes et les données à tous les jours, quotidiennes. Ça, c'est le premier truc. 22 fois plus précis, 22 jours ouvrables par mois. Au lieu de travailler avec 900, je travaille maintenant avec presque 22 000 données. Oui, mais on avait pas pu penser à ça autrefois. Même les plus grands génies de l'astrologie québécoise n'avaient pas accès aux outils merveilleux qu'on a pour faire ça. Et moi, c'est grâce à... je ne suis même pas programmeur, je suis mathématicien, mais je ne fais pas de programmation, je suis allé dans Excel. Dans Excel. Alors, 22 000 données. L'autre erreur que j'ai faite, c'est de chercher ce que j'appellerais des faux facteurs. C'est-à-dire qu'un facteur qui est beau, mathématiquement, ça ne veut pas dire qu'il est astrologique. C'était plus de l'astrologie que je faisais avec Mercure, Mars opposé à 30 degrés. Ça ne veut plus rien dire. Alors, je me suis dit, la prochaine fois, il faut prendre des facteurs qui collent véritablement à la pratique astrologique. La plus courante, c'est-à-dire les ordres. Et je me suis imposé ça cette fois-ci. Donc, 22 fois plus de précision. Et cette fois-ci, plus de 7e harmonique, de 5e harmonique. J'ai travaillé seulement dans la 8e, la 6e, la 4e. Est-ce que vous voulez que c'est trop long? Oui, on va devoir arrêter, en tout cas, on va changer de salle. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis une opposition au nombre de Vous avez besoin de ça à 7h30. Est-ce que vous me donnez une minute? Ils ont besoin d'un moment de préparation. Est-ce que vous me donnez une minute pour conclure? Oui, c'est ça. Mais... Laissez-lui finir. Mais qu'est-ce que tu veux dire une opposition au 30 degrés? Moi, je veux bien vous laisser finir, mais je veux dire que de toute façon, il va falloir que vous Moi, je vais arrêtez dans 5 minutes. Parce que en même temps. Hey, monsieur, qu'est-ce que tu veux dire une opposition de 30 degrés? J'ai quelque chose sur J'ai une orbe de 30 degrés, c'est pas un facteur. Tu veux dire que 1 est à 1, puis l'autre peut être à 29. Oh, oui, c'est ça. Là, j'ai donc, cette fois-ci, travaillé avec 22 000 données. J'ai travaillé avec... Je me suis
imposer. Et des fois, c'était difficile. J'avais la tentation d'essayer des choses qui avaient l'air plus jolies mathématiquement, mais non. Des ordres, celles qu'on pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas les ordres de transit en passant. Ça, c'est une chose qu'on ne réalise pas, mais c'est que le zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps, c'est beaucoup plus les ordres qu'on pratique les points possibles. Et j'ai construit un modèle dans lequel, et là, c'est contre les règles de l'art complètement. Quand les gens, quand ils font des régressions multiples, une règle d'or, c'est de travailler avec un minimum de facteurs. Hein? C'est l'économie, la fameuse économie. Mais c'est pas ça qu'on fait en astrologie. On ne travaille pas avec un minimum de facteurs. On travaille avec des centaines de facteurs, nous, les astrologues. Donc, il faut reproduire ça, accepter ça. Et vous allez lire, si vous allez lire en probabilité statistique des sciences humaines, on vous dit toujours un beau modèle, ce modèle à l'économie avec peu de variables. Et mon but, c'était de simuler l'astrologie. Savez-vous combien de variables dans mon modèle? Non. Il faut quand même inverser la matrice. J'ai un modèle de... Finalement, je suis arrivé à environ 248 variables. Alors là, j'ai produit une prédiction en rétroprédiction qui est très efficace. Efficace à la fois du point de vue probabiliste, c'est-à-dire qu'on a un taux de succès élevé. On a développé un modèle même d'investissement. Est-ce qu'on peut jouer l'indice avec un effet de levier à peu près de ratio 2? Donc, on a travaillé ensemble là-dessus. Donc, un modèle qui est extrêmement performant pour l'investissement. On n'a pas mis un sou encore parce que de toute façon, ce n'était pas le but original. Le but, c'était de démontrer qu'il y a une valeur prédictive. Et l'autre précaution, et là, ça a été le truc majeur que je n'avais pas fait l'autre fois, c'est que quand je choisissais les variables, je faisais des simulations pour voir si la variable que je choisissais était prédictive. C'est-à-dire, je me disais, quelles auraient été les variables que j'aurais choisies avec quel type de critères avant l'an 2000? Donc, je me mettais comme si j'étais à l'an 2000, je regardais les variables et je regardais celles qui continuaient à être significatives de 2000 à 2009. Et une chose qui est extrêmement impressionnante, c'est qu'avec les critères que je m'étais donnés, on sait que c'est pile ou face. La variable peut être bear, pull. Il n'y a pas de raison pour quelqu'un qui ne croit pas à l'astrologie qu'une variable continue à être dans le même sens. Elle est bear, elle reste bear. Ça, c'est l'astrologue qui pense ça. Celui qui n'est pas astrologue dit, mais non, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. C'est le chaos. Il y a des gens qui disent que la bourse est totalement chaotique. C'est la marche aléatoire. Donc, et là, j'ai vu que j'avais 60% de mes variables qui étaient stables. Ça m'a énormément donné confiance. Là, je me suis dit, c'est incroyable. Déjà, ça, c'est une preuve de l'astrologie. C'est-à-dire que si on prend les bons critères, comme je vous ai expliqué tantôt, on choisit les variables et on les arrête, on choisit avec les critères jusqu'à l'an 2000. Sur les 10 dernières années, j'ai 60%, et non pas 50%, des variables qui restent du même côté, qui ne s'inversent pas. Ça m'a donné confiance. Donc, j'ai appliqué rigoureusement tous ces critères-là, et là, j'ai une série de prédictions jusqu'à l'an 2015. En réalité, je peux les avoir jusqu'à la fin des temps. Oui et non, parce que la bourse est une cible mouvante. Donc, dernier critère, c'est que je m'arrangeais pour que mes corrélations soient plus fortes et plus significatives dans les dernières années. Parce qu'on sait bien que les marchés, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas le... Prenons un exemple humain. Ce qui fait qu'un militaire, la signature d'un militaire, mettons, au Moyen-Âge, n'est peut-être pas la même signature d'un militaire maintenant. Au Moyen-Âge, sûrement que les deux ont du Mars, mais il y a quelque chose peut-être qui est plus mercurien maintenant, tireur d'élite, vous voyez ce que je veux dire, ça va tirer, ça va moins de force physique. La bourse, c'est pareil, ça bouge tout le temps. Donc, il faut que tu essaies d'avoir des facteurs qui sont les plus corrélés fortement récemment. Et la difficulté, c'est de ne pas choisir des artefacts. Parce qu'il y a tout le temps des faux facteurs. Si vous jouez, par exemple, à la roulette, vous allez avoir des séries de 10 rouges consécutives. Vous savez que ça ne veut rien dire. Alors voilà. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la fusée est en orbite depuis le 1er mai. On parle de 30 jours ouvrables. Et le modèle est statistiquement probabilistique. Il est significatif. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, c'est juste 30 jours. Mais j'ai une corrélation actuellement. En rétro-prédiction, le modèle est à 22,6% de corrélation. Et même actuellement, il est à 32, presque 33% de corrélation avec un taux de succès élevé. Donc là, on parle évidemment juste d'un mois et demi. Donc, si jamais vous voulez avoir la documentation, vous me donnerez je vais vous donner mon email. C'est très troublant. Je ne donnerai pas ma formule.
et je donnerai mes prédictions avec plaisir sur un an. Vous pourrez les vérifier vous-même. Quelle est votre date de naissance, monsieur? 16 novembre Quelle année? 49. Alors, c'est Vincent Mon Dieu. Godbout @hotmail.com. Alors, si vous m'écrivez, je vous promets que je vais vous répondre. Et j'ai préparé une feuille sur laquelle je me suis compromis pour un an. Ça veut dire que je pourrais vous faire parvenir une feuille où je vous donne mes prédictions, avec une feuille qui a juste à compléter dans Excel, avec très facile. Vous avez juste au jour le jour à mettre la valeur du SP500, puis à faire tous les calculs pour vous. Vous allez pouvoir vérifier si ça fonctionne ou non. Est-ce que vous avez SP500 pour aujourd'hui ou celle qu'on veut ou pas? C'est à tous les jours. Tu rentres SP500, la feuille de calcul de la variation, tu as la prédiction à côté, puis un calcul de corrélation. Est-ce que vous travaillez pour des gens comme courtier, des choses comme ça? Pas du tout. Non, hein, j'espère. Oh, non, je ne m'intéresse pas à la finance. Est-ce que vous Merci. avez- Je sais m'y intéresser. Monsieur Lager. Est-ce que vous avez prévu la récession? Rétrospectivement, je te dis, ça fait partie de... Oui, c'est-à-dire que mon modèle prévoit en rétro-prédiction, ça me colle très très bien, mais ça ne prouve rien, puisqu'il a été construit à partir de ces données-là. Ah, d'accord. La question de savoir ce que je peux prédire le futur. Est-ce que tu peux prévoir C'est la si preuve du pudding. la récession continue ou s'aggrave? Si je t'envoie mes données, tu vas voir. Ah oui. Par contre, il y a une chose, moi, Denise, moi, il y a une chose qui m'a fait tellement étrange. Merci. OK, bien merci. Merci. Monsieur, il y a une chose qui m'a fait tellement étrange. C'est que la récession qu'on vit, là, 2 mois et demi, 3 mois avant, là, elle était déjà là. On a eu un aveuglement, c'est le cas de le dire, mais elle a avant. Oui, c'est vrai. Elle a commencé en juillet. On se rend compte toujours. Oh oui. Elle a